On enchaîne directement. Donc là, moi, j'ai quelques instants pour vous parler un petit peu des évolutions en expérimentation variétale et puis de ce qui vous faire aussi un petit point sur le désherbage. Alors, les essais variétaux, je vous rappelle que dans la Marne, on en implante tous les ans, qu'on va récolter pendant 2 ans, que ce travail est fait en collaboration avec l'Union française des semenciers. On se retrouve tous autour d'une table tous les ans au mois de septembre pour valider les essais. Alors, je vous ai mis l'objectif des essais, d'abord, c'est qu'ils soient fiables. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je vous rappelle que les essais, ce sont des micro-parcelles qui font entre 6 et 8 mètres carrés, qui sont récoltés par du matériel expérimental. Je vous rappelle, on parle des conditions météo, elles sont extrêmes pour tout le monde de plus en plus, y compris pour les expérimentateurs, ce qui fait qu'on peut avoir des problèmes pour mener à bien nos expérimentations en micro-parcelles, ne serait-ce que déjà quand on fait des implantations en plein été. On a des essais qui ne sont pas obligatoirement récoltables à l'arrivée. Et je ne parlerai pas des effets de campagnol quand vous avez 3 ou 4 trous de campagnol dans une parcelle de 6 mètres carrés. Ça va vite détruire. Ce qui fait que historiquement, ces dernières années, en termes de publication de résultats, on en a eu peu parce que on a des essais qui sont passés à la casserole. Voilà. Alors simplement pour la petite histoire, la photo que vous avez sur la droite, c'est un essai qui a été implanté au printemps, parce qu'on dit que les essais implantés au printemps, ça va mieux. Sauf que celui-là, il a été semé, on était au printemps 2022, et qu'on a connu de la fonte de semis, en plein printemps. Voilà, chose exceptionnelle. Donc, voilà, on essaye de faire bien, et malgré tout, on n'y arrive pas. Donc vous voyez que sur ce type d'essai, c'est irrécoltable. Alors on a réfléchi avec les semenciers, puisque eux sont aussi les premiers intéressés par des résultats d'essais fiables. On a réfléchi à implanter, dès 2021, au mois d'août 2021, cette réflexion elle a été menée, à implanter une 3e station d'essai dans le département. On a réfléchi aussi après sur la façon de présenter les résultats, mais ça c'est une autre histoire. Et donc cette réflexion nous a mené, historiquement on a une station chez Parenbrück à Connantre, où ils mènent des essais, les essais variétés. Ils ont aussi un CTPS. Et puis il y avait les essais de Somvel, que je mène moi-même, où on a à la fois un CTPS et des essais variétés. Bon, en gros, dans un essai variété, on a entre 16 et 20 variétés testées, dont 2 témoins. Donc la réflexion était d'implanter un 3e essai. La problématique, c'était la main-d'œuvre, la problématique, c'était la localisation. Et donc la décision a été prise de confier ces essais-là à SGS, qui est une société spécialisée dans l'expérimentation, qui est implantée au nord de Reims. Et donc, depuis l'an passé, il y a une 3e station d'essai au nord de Reims pour augmenter la fiabilité des résultats. Et donc, c'est malheureusement chez SGS, le premier SMI qu'ils ont fait au printemps dernier, c'est eux qui ont eu de la fonte de SMI. Et donc, ils l'ont ressemé en été dans une zone où ils avaient la possibilité d'irriguer pour être sûr que l'essai. Alors toute la complexité, elle est un petit peu à travers ce tableau. Donc vous avez les années de semis 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Et puis ensuite, vous avez les années de récolte. Donc on sème en 2019, on récolte en 2020 et 2021. On fait les synthèses et les publications sortent 1 an après, donc en 2022. Donc vous voyez, semis 2019, publication 2022. Publication quand tout va bien. Et donc, de semis 2019, les essais ont été ratés à la fois à Connantre et à la fois à Somvel. Et en 2020, Connantre a réussi, mais Somvel a eu un problème. Et donc, c'est là que la décision a été de dire on implante un 3e essai, une 3e plateforme. Donc, sur les semis 2021, je touche du bois que pour l'instant tout va bien sur les 2 lieux, que ce soit Connantre ou Somvel.
Sur les semis 2022, idem, ils vont arriver en première année de production. Et puis, on va semer donc 2 essais dans les semaines à venir sur Connantre et sur Aubénancourt, puisque c'est à Aubénancourt que SGS implante ses essais. Et puis moi, cet été, je sèmerai à nouveau un essai à Sommevel. Donc voilà, c'était un petit peu l'information que je tenais à vous passer. Ça peut vous étonner de voir rarement, ou plus rarement qu'avant, des publications de résultats d'essais. L'explication, elle est là. Alors, simplement pour revenir aux règles de publication, donc normalement, pour publier un essai sur les graphiques, il faut que si on est sur des anciennes variétés, il faut qu'elles soient présentes au moins 3 années de semis. Donc si jamais il y a une année de semis qui est ratée, vous voyez que ça nous pose problème. Et pour les variétés récentes, on les exige au minimum sur une même année de semis, mais au moins 2 lieux. À chaque fois, c'est sur 2 lieux. Donc c'est problématique parce que ces exigences-là font que ces dernières années, on n'a pas pu publier beaucoup de résultats. D'où, là encore, la 3e plateforme. Voilà un petit peu, donc c'est une prise en charge partagée entre la profession et les semenciers pour les coûts supplémentaires engendrés par cette expérimentation chez SGS. Voilà ce que je voulais vous présenter. Le deuxième petit point que je voulais faire avec vous, c'était par rapport au désherbant. Alors, il est vrai qu'en termes de produits de désherbage, ne serait-ce qu'antidicotylédone, on en dispose de moins en moins. On perd définitivement le Bazagran SG, donc à base de bentazone, on le perd en juin 2023. Pour ce qui est du Corom, donc le Corom c'est un mélange d'imazamox et de bentazone, eh bien il repasse à la révision européenne en octobre 2024. Or, un produit qui repasse à une révision européenne, on sait que c'est jamais trop bon parce qu'on n'aura que des contraintes souvent en plus. Le Nirvana S, donc imazamox pendiméthaline, la pendiméthaline repasse à la moulinette européenne le 31 août 2024. Je dis pas de bêtises, non, je ne dis pas de bêtises. Voilà, la pendiméthaline le 31 août 2024. Donc a priori, de ce qui ressortirait, c'est que la pendiméthaline est fortement sur la balance et on risque de la perdre. Au niveau du Lantagran. Alors le Lantagran, il y a 3 ans maintenant, on a eu des petits soucis avec le pyridate, un produit de chez Belchine. On a eu des petits soucis puisqu'il avait perdu l'homologation et on demandait des dérogations d'utilisation en été. En 2022, on n'a même pas eu cette dérogation, donc on avait repris contact avec Arvalis et puis avec la commission des usages orphelins. Et très récemment, il y a eu une réunion entre cette commission, tu me reprends si je dis des bêtises, entre la DGAL et entre l'USEAM de France, et ils ont reconnu qu'il y avait un petit problème et que normalement, cet été, on devrait redisposer d'une dérogation d'utilisation du Lantagran sur l'USEAM, puisqu'il n'était plus autorisé qu'au printemps. Et on n'avait pas d'homologation en été. Donc, on devrait, ce que je mets toujours au conditionnel, mais redisposer du Lantagran cet été avec une dérogation. Donc lui-même, il repasse en révision homologation 2025. Bon, l'harmonie SX, c'est plus loin puisque c'est 2031. Bon, c'est simplement pour vous dire quelque part que la majorité des produits qu'on utilise vont repasser à une moulinette d'homologation et que c'est jamais bon signe. Donc là, on est sur les dicotes. Sur les graminées, le Kerbeflow, la révision européenne, c'est en 2025. Sur des produits comme le Stratos, c'est 2023, le Centurion, c'est 2023.
on a quand même donc beaucoup de produits qui vont passer en révision dans les 2 années. Alors peut-être pas des pertes d'homologation, mais ça peut être des restrictions d'usage. Soit sur des doses, soit sur des calendriers ou des choses comme ça. Donc il faut l'avoir en tête, c'est en tête de vos professionnels, ça fait partie des préoccupations de l'USERN de France et des interventions auprès de l'administration et des commissions diverses et variées. Et du ministre. Et du ministre. Voilà. Donc c'est ce que je viens de vous dire, il y a des démarches établies. Bon, il y a encore des possibilités qui peuvent être complémentaires. On a parlé dans les années 2005-2006, déjà à l'époque du désherbage mécanique, on voit apparaître sur le marché du matériel de plus en plus performant. Pour ma part, récemment, j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs exploitations et de retrouver ce type de matériel avec des agriculteurs qui font des interventions. Alors je parle en zone craie, je ne parle pas dans les zones où il y a des cailloux ou dans les zones où il y a des éclats d'obus, mais bon, on en rime, ça existe. Pour les souris, c'est très bien. Pour les souris, c'est très bien. Mais je peux vous dire qu'on a eu l'occasion de faire des prélèvements dans les luzernes quand on ramène des éclats d'obus qui approchent les 3 kilos. Ça fait lourd. Donc il y a quand même du matériel qui sort maintenant sur le marché. Là, vous avez une rotoétrie. Récemment, ces dernières semaines, on avait des conditions pour le faire et il y a des agriculteurs qui l'ont fait sans aucun problème. Donc voilà, oui, il faut qu'on garde du phyto, mais on a aussi des possibilités complémentaires. Donc voilà un petit peu les informations que je voulais vous transmettre aujourd'hui. S'il y a des questions. C'est la journée sans questions. On peut enchaîner sur le carbone. On peut enchaîner sur le carbone assez rapidement avec Monsieur Thibault. Merci Pascal d'être avec nous aujourd'hui. Je vais faire une toute petite intro d'1 minute. J'ai juste un ou deux, simplement pour remettre dans son contexte avant que tu présentes les résultats de cette année. Tac. Alors, simplement, donc, depuis 2021, comme donc, ça a été déjà présenté, je pense à la dernière journée technique, il y a un travail qui est réalisé par la filière sur le stockage carbone dans le sol de la luzerne. Alors pour diverses raisons, déjà pour avoir une évaluation du carbone qui est dans nos produits qui soit plus fiable, plus exact, puisqu'on prendrait en compte cette dimension-là dans l'évaluation du carbone qu'émet, je dirais, une tonne de luzerne déshydratée. Mais il y a aussi une autre approche qui est l'approche plutôt pour le producteur, comment valoriser ce stockage de carbone-là pour le producteur. Pour ces deux objectifs-là, il y a une étude qui a été lancée en 2021 avec l'INRA et avec Pascal, notamment donc l'UMR de Pascal. L'idée de cette étude-là, c'est d'étudier sur 20 cm de profondeur de sol, sur plusieurs années, donc 2021, 2022, 2023, sur 20 cm, les quantités de carbone et d'azote qui sont contenues dans les collets et les résidus et les pivots racinaires de la luzerne, ce qui nous permet d'avoir une connaissance fine de la biomasse qu'on retrouve en carbone dans nos parcelles de luzerne. Voilà, donc c'est un essai qui est suffisamment robuste pour avoir des valeurs qui seront des références dans les années à venir et qui nous permettront d'alimenter les différents modèles, les différents modèles de calcul, mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir. Je ne vais pas m'étendre sur la notion de stockage de carbone dans les sols. Je pense que c'est quelque chose que vous avez tous en tête. Voilà, on sait aujourd'hui, dans le contexte du réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre par l'homme, que le stockage de carbone dans les sols, c'est une piste intéressante pour lutter contre ce réchauffement, d'où les différentes compensations qu'on peut retrouver, que ce soit des agriculteurs ou des pratiques qu'on peut avoir pour augmenter ce stockage de carbone dans les sols, puisqu'il y a un potentiel important. Voilà, ça c'était pour le point de contexte. Maintenant, je redonne la main à Pascal pour sa présentation. Merci beaucoup Pascal d'avance. Merci André. Donc bonjour à tous. Donc je suis Pascal Thibault, ingénieur d'études et agronome donc à l'INRAE de Reims, à l'UMR Phare. Donc cette présentation est un travail qui a été commun et réalisé avec Damien Larbre,
Romain Carpentier des West, Olivier Delfos qui est un collègue de l'INRAE aussi de Reims, et Hugues Clivaux qui est ingénieur de recherche à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc le matériel et méthode, bon, il a été rappelé rapidement par Honoré, donc je vais aller très vite dessus. On sélectionne, l'objectif c'est de sélectionner 5 champs de chaque année de luzernière, de manière à pouvoir avoir une idée de la dynamique de stockage de carbone, enfin de fixation aussi plutôt, de carbone par la culture, au terme des années de culture, c'est-à-dire au terme des cycles végétatifs, à l'automne de chaque année. Et donc nous avons sélectionné 5 champs par âge et nous travaillons sur des luzernes de 1 à 4 ans comme prévu initialement. Et depuis l'an dernier, nous avons essayé de rajouter également des luzernes de 5 ans puisque il existe quelques luzernières de 5 ans et on souhaite aussi profiter de cette étude pour faire des mesures ou en tout cas acquérir des données sur ces luzernières même si elles sont très rares pour éviter dans les années futures de revenir sur le sujet et d'avoir donc collecté ces données-là. Donc les mesures au champ sont réalisées dans la semaine qui suit la dernière coupe de l'année. Les prélèvements sont réalisés à la bêche. Nous prélevons au minimum 6 placettes de 75 cm de longueur par 30 cm de largeur, ce qui correspond donc à 2 rayons, de manière à pouvoir capter l'effet de compensation des pivots quand il y a des paires de pivots sur une ligne. Et donc on a au minimum 1,3 m² de surface de racines, de prélèvement au champ, au minimum, hein, donc je le dis bien. Sur certains champs, on peut aller jusqu'à 6 m². Donc les échantillons collectés, collés et racines sont prélevés sur 22 à 25 cm de profondeur pour être certain d'avoir les 20 cm de pivot traités au laboratoire. La conservation de ces échantillons se fait en poche étanche en glacière jusqu'au laboratoire. Elles sont conservées en chambre froide ou congelées selon le traitement qu'on pourrait faire. Si on peut le faire dans la journée qui suit ou pas. Donc ici, on a un gabarit de manière à pouvoir prendre la même surface sur chaque champ. Et puis, donc, on excave l'intégralité du volume de sol autour de ce gabarit. On collecte l'échantillon et on rebouche ensuite. Voilà. Et donc, on met ça sur bâche de manière à laisser le minimum d'empreintes sur le champ collectif. Donc, matériel et méthode, au laboratoire, les échantillons sont bien sûr lavés. On fait des séparations collées, racines 0,20 cm, pivot nécrosé également. Et on fait également un compartiment sur les résidus. Et on dénombre le nombre de pieds. Les échantillons sont ensuite passés en étuve 48 heures à 70 degrés. Et pour les pivots, on les réduit en taille en morceaux de 2 cm environ, pour faciliter le séchage. En sortie d'étuve, ces échantillons sont pesés, regroupés par placette pour la conservation d'un échantillon moyen par compartiment végétal et par champ. Ensuite, on réalise des analyses de carbone et d'azote sur chaque échantillon broyé à 80 microns. Et enfin, une dernière étape qui consiste à ensuite collecter des informations techniques auprès des agriculteurs chez lesquels nous sommes intervenus pour essayer de connaître donc, les modalités de travail du sol à l'implantation, les variétés de semis, dates de semis, le précédent cultural, la destination des résidus du précédent cultural, etc. Donc ces résultats que je vais vous présenter concernent les années 2021 et 2022. Donc 22 communes ont été couvertes par les prélèvements racinaires au cours de ces 2 années. Donc vous avez en bleu les communes couvertes en 2021, sur lesquelles nous avons collecté, donc nous avons été faire des prélèvements sur 25 champs. En 2022, nous avons collecté des résidus, donc des échantillons sur 32 champs. Et donc en rouge, vous avez les communes sur lesquelles qui se sont ajoutées en 2022 par rapport à 2021. Donc on a été collecter des échantillons dans le sud du département de l'Aisne, nous prélevons des échantillons dans le sud des Ardennes, et puis nous sommes allés jusque dans la vallée de la Marne au niveau d'Épernay. Donc les résultats. Donc on a une densité de pieds qui est décroissante avec l'âge d'exploitation des luzernières.
Donc ça, c'est un élément qui a caractérisé ces 2 années. Et on voit une différence déjà entre 2021 et 2022, puisque en 2021, on avait une année humide et en 2022, une année plutôt sèche. Donc les implantations qui ont été réalisées en 2021 se sont faites dans de bonnes conditions. Et donc c'est pour ça qu'on a en première année des nombres de pieds, de pivots racinaires beaucoup plus importants par rapport à l'année 2021. Donc oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en abscisse, vous avez les années de production des luzernières. Donc en 2021, on a prélevé des luzernes de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on était jusqu'à 5 ans en 2022. Et donc en abscisse, ici, la densité du nombre de pieds par mètre carré de luzerne. Donc on voit une différence assez significative entre 1 an, 2 ans et 3 ans, 4 ans, ici. Par rapport au prélèvement qu'on a réalisé en 2022, donc avec une décroissance très importante entre 1 an et 2 ans, qu'on n'observait pas la première année, 3 ans, 4 ans et 5 ans, avec une stabilité du nombre de pieds entre 4 ans et 5 ans. Cette année, s'est rajouté la zone Bretagne, avec le groupe des West, qui a réalisé donc des mesures sur des luzernières de 2 ans et 3 ans. Et on voit que, comparativement aux 2 et 3 ans que nous avons ici, nous avons à peu près la même variabilité et de densité de pieds. Alors, ces densités de pieds, cependant, ne reflètent pas les biomasses racinaires et collées présents au champ. Donc, en abscisse, toujours les années de production, on ordonnait la matière sèche totale en grammes de matière sèche par mètre carré, sachant donc que 100 grammes de matière sèche par mètre carré, c'est 1 tonne de matière sèche par hectare. Donc quand on est à 1000 grammes, on est à 10 tonnes. Donc une densité de matière sèche totale, donc là on a fait la somme des collets des pivots, des résidus et des pivots nécrosés. Donc en 2021, on a un accroissement de la biomasse jusqu'à l'âge de 3 ans. Une stabilisation entre 3 et 4 ans. Et en 2022, année sèche, on part d'un niveau beaucoup plus important en termes de matière sèche totale, puisqu'ici on est environ de 650 grammes et là environ de 750 grammes, donc on a à peu près en moyenne 1 tonne de plus de matière sèche. On retrouve également en deuxième année un niveau de matière sèche supérieur à 2021. Donc ici on était autour de 8 tonnes, ici on est autour de 10 tonnes. Et donc un accroissement aussi avec l'âge, enfin une tendance en tout cas. Les traitements statistiques ne sont pas faits, mais on voit que, vu la dispersion des box, des boîtes, qu'il n'y aura pas de différence significative entre les âges. Donc on voit ici, si vous voulez, on retrouve les hypothèses qu'on a l'habitude d'entendre sur le comportement des plantes par rapport aux années climatiques dans lesquelles elles se trouvent. C'est-à-dire que quand on est en année humide, comme 2021, la plante va diriger ses assimilats davantage vers les parties aériennes que vers les parties racinaires. En 2022, quand elle se trouve en situation difficile, eh bien, elle va modifier son allocation et accumuler davantage de biomasse racinaire. Et donc, on a également ici la zone Bretagne, où on voit qu'on a quand même une différence significative par rapport aux situations rencontrées dans notre région Champagne. Donc, la ventilation de cette matière sèche totale mesurée entre les collets et les racines. Donc, sur la matière sèche totale mesurée, 90% de la biomasse est une biomasse vivante, donc répartie entre collets et pivots sur 0,20 cm. Et la ventilation qui vous est montrée ici, c'est uniquement la biomasse vivante. Donc uniquement pour l'année 2021 et ici 2022. Donc c'est pareil, hein. On voit qu'on arrive sur les collets en 2021 autour de 4 tonnes de matière sèche en moyenne. Et sur 2022, c'est pareil, on est autour de 400 grammes, donc 4 tonnes de matière sèche totale de collets.
Et sur les pivots de matière sèche racinaire, c'est pareil, on est à 600 grammes de matière sèche, donc 6 tonnes de matière sèche par hectare. Et on obtient donc ces 6 tonnes, donc ici on obtenait ces 6 tonnes à partir de 3 et 4 ans. Et on obtient ici ces 6 tonnes, 3 ans également, 3, 4 et 5 ans. Avec une différence également non significative avec la deuxième année. Et on constate que la répartition entre collé et pivot racinaire se fait autour de 40%, 60%. Hein, donc quand vous mesurez une biomasse vivante, voilà, si vous mesurez que les collets, vous savez que ça représente 40% de la biomasse racinaire qui se trouve sur 0,20 cm de profondeur. Les quantités de carbone et d'azote correspondantes. Donc là, les résultats d'analyse de 2022 ne sont pas encore terminés. Et donc là, je vous présente uniquement les résultats par rapport à l'année 2021. Donc le carbone de la matière sèche totale évolue de manière significative jusqu'à des luzernières de 3 ans et semble stable à partir de 4 ans, entre 3 et 4 ans. Et c'est pareil pour l'azote, où on a une accumulation et une différence significative entre 1 an et 3 ans. Ici, elle n'était pas significative entre 1 an et 3 ans en deuxième année. Et donc une stabilisation après entre 3 et 4 ans. Donc conclusion. Donc, les masses racinaires observées sur 0,20 cm, on a 3 à 4, et maintenant on sait qu'on a aussi une 5e année, donc on verra ce que donnent les résultats, mais on devrait observer la même chose compte tenu de la ventilation des biomasses mesurées. Elles sont a priori proches, mais elles ne signifient pas que l'accroissement racinaire maximal soit atteint dans les autres horizons du sol. Et on sait que, par exemple, l'horizon considéré pour le label bas carbone, c'est 0,30 cm de profondeur. Le stockage de carbone n'est pas limité à 0,20 cm de profondeur, et donc on voit ici un pivot racinaire d'une luzerne d'1 an. On voit qu'il est régulier sur au moins 40 cm de longueur, d'où la nécessité d'aller voir, entre guillemets, de quantifier la biomasse qui est en dessous de cet horizon 0,20 cm. Donc en l'état, ce travail est à compléter par des mesures de biomasse racinaire qui seront réalisées une 3e année en agronomie, donc pour avoir un peu une dispersion et des conditions de milieu assez différentes. On réalise les mesures sur au moins 3 années. C'est un minimum qu'il faudrait respecter. Les mesures de biomasse racinaire seront réalisées cet automne 2023. Autant que possible, il faudrait compléter le jeu de données par des mesures de luzerne de 5 ans. On l'a fait en 2022, on souhaite retrouver au moins 5 parcelles pour 2023, qui est la durée maximale de conservation des luzernes dans la région, puisque l'étude qu'on a réalisée en 2021 montrait que 9% des luzernes de 4 ans passaient en 5e année de production. Et enfin, il faudrait pouvoir compléter ces mesures de biomasse racinaire en profondeur. Donc là, j'ai repris un travail qui avait été publié en 2011, où on faisait une relation entre la biomasse présente, la matière sèche présente en tonnes par hectare ici sur 20 cm de profondeur par rapport à celle présente sur 1 mètre d'épaisseur de sol. Et on voit qu'on avait une relation assez linéaire. Le constat, c'est que cette étude s'arrêtait à la première coupe après implantation de luzerne, et que par conséquent on avait 3,2 tonnes de biomasse de luzerne, et que dans notre étude on va jusqu'à 6 tonnes de biomasse de racine de luzerne sur 0,20 cm. Donc on a besoin de compléter ce jeu de données, ces connaissances dans ce laps dans ce créneau de biomasse. Enfin, en l'état, ce travail est à compléter des mesures de biomasse de racines profondes. Donc, on a réalisé ce printemps, justement, en février. Là. Donc, c'est tout frais. Vous êtes, là, vous voyez les premières mesures. En tout cas, le premier dispositif de mesure, de protocole qu'on a essayé de mettre en place et de tester pour essayer de quantifier un peu le temps passé, l'organisation du travail, etc. Donc, on a réalisé sur une parcelle de 13 hectares 4 fosses de 2,50 m de profondeur,
par 2 mètres de largeur, pour pouvoir réaliser donc des prélèvements de racines sur l'ensemble du profil, correspondant donc à une surface de placette. Donc voilà. Et donc quelques photos de masse racinaire. Hein. Donc là on voyait qu'on a une photo de Renzing grise sur craie gélifractée. Et donc on voit que jusqu'à 2 mètres on observe des chevelures racinaires qui sont très, très denses. Et donc la luzerne exploite, ça a été assez une surprise pour nous, mais voilà, elle exploite de manière assez importante à la fois les fissures verticales de la craie, mais aussi comme les plaques sont gélifractées, donc il y a également des fissures horizontales, et on voit que la densité racinaire entre chaque caillou est également très importante. Donc pour l'instant, ces données-là ne sont pas, les échantillons ne sont pas encore traités, donc on ne peut pas donner de chiffres pour quantifier et vous dire à quelle valeur de masse racinaire ça représente tout de suite. Là. Voilà, je vous remercie de votre attention et je souhaite remercier donc Luzerne de France, Yann Martinet, donc directeur et son équipe pour le financement de ces travaux, le groupe Luséal également pour nous accompagner dans la recherche des sites étudiés. Le groupe Daisy West donc, pour avoir accepté de contribuer à ce travail par l'intermédiaire de Romain Carpentier, parce qu'on souhaitait en fin de compte disposer d'un jeu de données extérieur à la zone Champagne. Voilà. Et puis enfin, on remercie aussi l'ensemble des agriculteurs qui acceptent de mettre à notre disposition leur champ pour la bonne réalisation de ces travaux et donc sans lesquels ce travail ne pourrait pas avoir lieu. Je vous remercie. Et je tenais à remercier, je pense au nom de tout le monde aussi, Pascal, pour ce travail qui est pas, souvent assez physique, donc assez compliqué, et puis Damien aussi qui a beaucoup contribué, donc merci beaucoup à tous les deux pour votre investissement sur ces dossiers. Merci. Bravo. Et oui, est-ce que vous avez des questions? Ça va, j'étais clair. Merci. Merci Pascal. Je vais simplement finir et puis ensuite on passera la main pour la conclusion de notre journée sur le carbone. Alors donc simplement pour que vous compreniez bien la logique dans laquelle on se situe. Comme je l'ai dit en introduction, le stockage de carbone, alors là l'étude qu'on mène en ce moment, donc dont Pascal vient de vous présenter les résultats de 2021 et une partie des résultats de 2022, elle vise à compléter une étape qui est l'étape, finalement, l'étape 1 d'un travail d'estimation, de quantification du stockage de carbone qui peut être généré par une culture, là en l'occurrence la luzerne. Donc on a fait, voilà, là on a un certain nombre de données déjà, il y a encore des analyses à faire. Comme l'a dit Pascal, il y a une 3e année de travail, là, donc de prélèvements qui vont être faits sur 2023. Il y a aussi le travail en profondeur, donc, sur lequel on va avoir de premiers résultats là, dans quelques mois, et ce qui nous permettra aussi de dimensionner le dispositif qu'on mettra en place, est-ce qu'on fait, voilà, combien de champs on fait, combien de fosses, sur combien d'années, etc. Donc ça c'est bien, on sait combien il y a de biomasse, on sait combien il y a de carbone dans notre parcelle de luzerne de 2 ans, de 5 ans, de 3 ans. Simplement pour aller chercher les deux objectifs dont je vous parlais en introduction, c'est-à-dire d'une part quantifier plus précisément l'impact carbone d'une tonne de luzerne déshydratée. Alors il y a le process qui est prépondérant évidemment dans l'impact, mais il y a aussi l'impact carbone au champ. Alors il y a l'impact carbone, travail du sol, passage des engins, etc. Ça c'est plutôt maîtrisé. C'est quelque chose qui est des estimations qui ont déjà été travaillées par l'INRA et l'ADEME. Après, il y a la partie stockage de carbone qui pourrait être intégrée à cette quantification de l'impact carbone d'une tonne de luzerne déshydratée. Sauf que c'est stockage de carbone pas à un instant T, c'est stockage de carbone sur un certain temps. Voilà, donc ça m'amène à ma deuxième étape. Donc ça c'était le premier objectif. Et deuxième objectif, c'est valoriser le stockage de carbone pour les producteurs. Donc apporter une valorisation, on parlait tout à l'heure d'OSE en craie, là c'est pas la même démarche, c'est vraiment valoriser, faire des euros en plus par hectare de luzerne implantée pour valoriser le carbone qui est stocké dans les sols agricoles. Donc pour ce deuxième objectif, c'est pareil, c'est bien de savoir qu'à un instant T dans notre luzerne de 3 ans, avant de la retourner, on a X tonnes de carbone, mais en fait ce qui va intéresser les pouvoirs publics et les financeurs, c'est de savoir ce carbone, quelle est sa durée de vie, sur combien de temps on le retrouve dans la parcelle, est-ce qu'on le retrouve sur le long terme, et donc voilà, ça m'amène à la deuxième étape du travail qu'on réalise aujourd'hui,
c'est qu'il faut qu'on regarde un peu plus précisément le devenir de ce carbone quand on détruit une luzerne. Donc quelle est la cinétique de dégradation, de minéralisation de ce carbone, sur combien d'années on le retrouve et en quelle quantité. Donc voilà, il y a une deuxième étape de cette étude qu'il va falloir, sur laquelle on réfléchit en ce moment, et qui sera lancée dans les prochains. Je ne voudrais pas prendre d'engagement, mais en tout cas qui sera lancée prochainement. Voilà, l'idée étant, avec les résultats de cette première phase et de cette deuxième phase, de pouvoir alimenter des modèles, parce qu'en fait tout ce travail-là sert in fine à alimenter avec précision des modèles mathématiques qui servent à calculer le stockage de carbone sur tant d'années d'une culture pour atteindre les deux objectifs que je citais en introduction. Tout ça pour l'objectif de valorisation pour l'agriculteur. Aujourd'hui, on a une méthodologie qui s'appelle le label bas carbone, qui est reconnue par l'ensemble des financeurs. Cette méthodologie utilise un outil, permet l'utilisation d'un certain nombre de modèles mathématiques qui ont besoin de données entrantes, des données de biomasse carbone à un instant T, et ensuite des données de coefficient de minéralisation, de cinétique de dégradation du carbone dans mes sols. Le pas de temps qu'on utilise le plus souvent, c'est 5 ans. Enfin, dans le label bas carbone, c'est 5 ans. Donc voilà, simplement pour vous dire que aujourd'hui, le travail qu'on fait sur le carbone, c'est collecter ces deux données principales, la biomasse, le coefficient de dégradation, pour alimenter demain une démarche label bas carbone pour les producteurs, mais aussi pour avoir un impact carbone de notre luzerne déshydratée qu'on espère moindre encore que ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, voilà, avoir du carbone stocké. Là, vous voyez, il y a un petit schéma par exemple, un scénario de référence. Si ici, on fait un projet, donc on démarre un projet label bas carbone sur cette petite droite-là que vous voyez ici, le scénario projet, si c'est implanté X plus R, etc., plus... Alors, il y a un autre sujet là-dessus, c'est la situation de référence qu'on prend, parce que si vous avez déjà 20% de luzerne dans votre assolement, pour avoir un scénario projet où on augmente le stockage, c'est une autre question, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains mois. Toujours étant, voilà, si on a un scénario projet où on met de la luzerne, le delta qu'on va aller trouver ici, c'est des tonnes de carbone, des certificats carbone stockés, donc des crédits carbone, donc de la valeur pour le producteur. Voilà, simplement, je voulais préciser ça. Et puis enfin, pour finir, et puis je passerai la main à Yann pour quelques mots de conclusion. Le CERA, c'est aussi un certain nombre d'autres sujets. Donc il y a le sujet, vous savez, biodiversité, donc pérenniser le système de bandes de luzerne non fauchées qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est un dossier qu'on suit particulièrement au CERA. On a un projet, c'est Jessie qui en a parlé tout à l'heure sur le PAN7. En fait, c'est un dossier qui revient du coup vers le CERA puisqu'on arrive sur de l'agronomie. Donc remettre à jour les données sur la captation d'azote par la luzerne, donc l'intérêt de la luzerne pour la qualité de l'eau dans des zones d'épandage, typiquement, ou des zones avec des fortes concentrations de nitrates. Ça, c'est un autre projet qu'on suit. Il y a toute la partie qui a plus été présentée par Damien sur le suivi des molécules, des homologations en désherbage, des techniques alternatives de désherbage. Le désherbage mécanique va être un des dossiers sur lesquels on va travailler ces prochaines années. Et puis il y a des difficultés ponctuelles auxquelles on répond, notamment la cuscute, qui est une difficulté qui est en recrudescence dans le sud-ouest, sur les régions de Durper et de la Dordogne notamment. Donc voilà, on vient aussi sur ce sujet-là. Donc l'idée, c'est de valoriser, avant tout, c'est vraiment de valoriser les atouts qu'on a déjà, que la filière a déjà, pour l'inscrire dans la démarche de transition que les pouvoirs publics tentent d'accompagner. Donc qu'on sorte vraiment la valeur de notre filière, qu'on la mette en valeur pour cette transition-là et qu'on en récolte, entre guillemets, les fruits. Voilà. Voilà, moi j'ai fini pour la présentation de l'après-midi. Je vous remercie beaucoup.